Bonjour à tous, bonjour à toutes et toutes, bonjour au quatrième B, bonjour au quatrième D, bonjour au quatrième E. Je vous présente donc aujourd'hui le nouveau chapitre d'histoire qui va être le vôtre, que vous allez devoir vous approprier durant quelques séances. L'objet de ce chapitre, ça va être le 19e siècle. Encore une fois, mais en même temps, il est logique puisqu'on a terminé d'étudier le XVIIIe siècle avec le dernier événement majeur du XVIIIe siècle qui est la Révolution française. Il est logique d'entrer dans un nouveau siècle et d'entrer dans une nouvelle ère finalement. Et on va voir pourquoi est-ce que le XIXe siècle nous fait rentrer dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle manière de vivre. D'abord, un petit rappel sur le travail qu'on est en train de faire, puisque depuis qu'on est rentré, vous avez étudié le 19e siècle d'un point de vue politique. Vous avez vu l'évolution politique du 19e siècle. Quand on parle de politique, on parle tout simplement de façon dont un territoire et sa population est gouverné. Donc on a vu que, alors à travers une frise chronologique, une vidéo, un texte, puisque vous aviez à convertir la frise chronologique en un paragraphe que certains m'ont envoyé d'ailleurs. On a vu que se succèdent dans le 19e siècle plusieurs régimes politiques différents. Qu'en 1815, la monarchie constitutionnelle fait son retour, qu'elle chute en 1848, cette monarchie constitutionnelle, donc où il y a un roi pour l'exécutif et une assemblée nationale bourgeoise pour le législatif, donc pour écrire les lois. Donc cette monarchie constitutionnelle, elle fait son retour en 1815 et elle chute en 1848 par une révolution où les ouvriers et les bourgeois se sont rassemblés pour mettre fin à ce régime monarchique que nous ne verrons plus, puisque en 1848 arrive la Deuxième République. Rappelez-vous que la Première République, elle arrive en 1792 et elle accomplira ce qu'on a appelé la Terreur, tous ces millions de morts entre 93 et 95 à peu près, notamment avec le dénommé Robespierre. Et de cette Deuxième République va naître un personnage, le neveu de Napoléon Bonaparte, qui va mettre en place le Deuxième Empire entre 1852 et 1870. Et enfin, en 1870, après la défaite de la France face à la Prusse de Bismarck, la République s'enracine, elle devient le régime politique du pays français, puisque la Troisième République va se terminer qu'en 1940 et qu'après cette Troisième République, il y aura la Quatrième et enfin la Cinquième République qu'on connaît aujourd'hui. Donc, l'évolution politique, vous l'avez vu, d'accord? Frise chronologique, paragraphe, la vidéo que je vous avais fait. Là, on va s'intéresser à l'évolution économique. Donc, l'évolution qui concerne la production des objets, la production des biens, la production de nourriture et de toutes les choses élémentaires aux hommes. Il y a eu deux révolutions économiques dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la révolution néolithique, entre 10 000 avant Jésus-Christ et 3 000 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas préciser les choses, mais l'être humain nomade, chasseur, cueilleur, va devenir sédentaire, donc il va rester au même endroit. Éleveur, il va élever des animaux en les domestiquant et en les exploitant. Et agriculteur. Bon. Vous allez me dire, il y a toujours de l'élevage aujourd'hui et il y a toujours de l'agriculture aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, elle est industrielle. D'où la deuxième révolution économique, et c'est celle-là dont vous allez vous occuper dans ce chapitre. Ça s'appelle la révolution industrielle. La révolution industrielle ou industrialisation, c'est le processus qui va nous faire passer d'une société artisanale, donc on produit dans des ateliers, en petite quantité, avec
peu de personnes, donc par exemple on va tisser un textile avec un métier à tisser, un seul, dans une grange par exemple, à une production en masse rapide dans des usines cette fois, pour évidemment s'enrichir davantage. Quand je dis pour s'enrichir davantage, je parle évidemment d'une certaine classe sociale qui a pris le pouvoir en 1789 et qui désormais dans ce 19e siècle, puisqu'elle est au pouvoir à travers la monarchie constitutionnelle et la République, elle souhaite s'enrichir. Et la révolution industrielle va permettre d'enrichir la bourgeoisie, mais également va bouleverser la vie des Européens au XIXe siècle et même au XXe siècle. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment l'industrialisation va bouleverser la vie des Européens au XIXe siècle et enrichit les bourgeois. Et quand je dis comment est-ce qu'elle a bouleversé la vie des Européens, c'est qu'elle a fait naître le monde que vous connaissez aujourd'hui. Le monde des usines, le monde des usines chinoises depuis lesquelles vous commandez vos chaussures ou vos pulls, etc. Alors, dans une introduction, vous avez vu que j'ai fait le choix de rentrer dans ce chapitre par un personnage principal, le train. Vous avez analysé une œuvre, celle de Claude Monet, dans laquelle il va peindre la gare Saint-Lazare, il va la peindre 12 fois. Pourquoi? Tout simplement, et c'est là qu'il fallait interpréter l'œuvre, c'est que Claude Monet, il n'avait jamais vu de train, il n'avait jamais vu de gare, c'est un objet non identifié à ce moment-là, et il est impressionné, il est fasciné, d'accord? Comme le sera également Émile Zola, par exemple, quand il va écrire La Bête humaine. Il va être fasciné, il va peindre d'ailleurs 12 fois la gare Saint-Lazare, gare érigée en 1837, une première, et si le train apparaît, c'est parce que quelque chose apparaît avant, c'est la machine à vapeur, et ça va être le point de départ de notre histoire. Donc, dans un premier temps, pour répondre à la problématique qui est la nôtre, à savoir comment est-ce que l'industrialisation a bouleversé la vie des Européens et enrichi la bourgeoisie, on va s'intéresser dans un premier temps, dans une première partie, on va se poser la question de comment les chemins de fer, comment le chemin de fer va bouleverser l'Europe. Ce sera donc notre première partie. Donc, dans une première partie, on va se demander comment le train a changé l'Europe, tout simplement. Comment donc le chemin de fer a changé l'Europe, sachant que le chemin de fer, c'est le réseau qui permet la circulation de ces trains. Alors, le point de départ, c'est votre première séance, c'est votre séance numéro 1, notamment du lundi, c'est la machine à vapeur. En 1769, un Anglais, c'est pour ça qu'on dit que la révolution industrielle a démarré en Angleterre et qu'elle s'est ensuite diffusée dans toute l'Europe, notamment en France, qui peut être considéré comme le deuxième pays de la révolution industrielle. Mais c'est un Anglais, James Watt, qui va donner son nom d'ailleurs à l'unité de mesure, en 1769, qui invente la machine à vapeur. Alors, évidemment, quand il invente la machine à vapeur en 1769, il écrit des plans, il écrit des plans et il ne va pas mettre en œuvre la machine à vapeur en 1769. Elle va arriver au début du 19e siècle, donc dans les années 1800. Et dans les années 1800, alors juste sur le fonctionnement de la machine à vapeur, vous allez justement devoir regarder une vidéo pour essayer de comprendre et d'expliquer le fonctionnement de la machine à vapeur, mais grosso modo, c'est le charbon, la matière première sans laquelle la machine à vapeur ne fonctionne pas. On brûle le charbon. En brûlant le charbon, on brûle également, on fait chauffer de l'eau, et l'eau, en étant chauffée par le charbon, s'évapore, créant de la vapeur, et la vapeur étant un gaz qui veut toujours s'échapper, comme tous les gaz, il va actionner un piston, et ce piston va faire avancer la machine à vapeur, en tout cas va la faire fonctionner. En 1817, un personnage qui s'appelle Stephenson va avoir l'idée de reprendre les plans de la machine à vapeur de James Watt et
de construire la machine à vapeur et de la mettre dans une locomotive. Ainsi, la locomotive va fonctionner avec la machine à vapeur. Alors, on va prendre comme point de départ cette locomotive inventée en 1817. On aurait pu également prendre un métier à tisser à vapeur, un bateau à vapeur. Bref, cette machine à vapeur, on va la mettre partout et ça va faire fonctionner automatiquement, mécaniquement les choses. D'accord? Donc on a choisi évidemment, là ici le train, vous l'avez compris. Donc, dans une deuxième séance, il va falloir voir ce que l'invention de ce train a provoqué dans les sociétés européennes. Cette première partie sur comment le chemin de fer va bouleverser l'Europe, il est construit comme une enquête. Rappelons que le terme histoire, il vient du grec historia, qui signifie enquête en grec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va partir de la machine à vapeur, et à partir de la machine à vapeur, on va découler l'histoire pour voir comment se fait-il qu'une simple machine va bouleverser tout un continent et la vie de l'ensemble des Européens et ensuite l'ensemble des habitants des autres continents. Dans une première sous-partie, on va voir comment le chemin de fer a bouleversé le transport de marchandises et d'êtres humains. Le chemin de fer, il est né à l'initiative des grands propriétaires bourgeois. Je rappelle que les bourgeois, au XVIIIe siècle, ils font fortune dans le commerce triangulaire, donc ils ont beaucoup d'argent. Ensuite, évidemment, ils prennent le pouvoir en 1789 en France, mais c'est une classe qui s'est enrichie, c'est une classe sociale qui s'est beaucoup enrichie. Avec cette fortune, ces grands propriétaires bourgeois vont investir cet argent. Ça veut dire qu'ils vont acheter des choses pour s'enrichir encore plus. Hein, c'est ça, investir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour la plupart? Ils vont tout simplement acheter des terrains où il y a du charbon sous la terre et ils vont mettre en place des entreprises d'extraction du charbon. Puisque le charbon fait fonctionner la machine à vapeur, si on extrait du charbon, évidemment, on va pouvoir en vendre à tous ceux qui veulent faire fonctionner des usines pour le textile ou pour la métallurgie, la sidérurgie, donc les métaux et le fer. Puisqu'il faut également fabriquer les rails. Donc, les premières lignes de chemin de fer sont construites par des grands propriétaires bourgeois qui veulent transporter leur charbon, tout simplement. C'est après que, sous la pression des villes et sous la pression des politiques, il va y avoir une volonté de mettre à disposition ce chemin de fer à un plus grand nombre de Français notamment. Et donc c'est ainsi que la première gare va naître en 1837 à Paris, la gare Saint-Lazare, et que petit à petit, durant tout le 19e siècle, le chemin de fer va s'étendre et va concerner l'ensemble du territoire français. Et dans l'activité qui va être la vôtre, vous allez devoir constater un petit peu tous les changements que ça a provoqué dans le transport de marchandises et le transport des êtres humains, sachant que du coup, il y a peut-être un lien à faire avec la mondialisation. Rappelez-vous, mise en relation des différentes parties du monde par l'accélération des échanges et des mobilités humaines. Quel rôle l'industrialisation va-t-elle avoir dans cette mondialisation? C'est à vous de le voir dans l'activité que je vous ai proposée. Dans une deuxième sous-partie, on va voir, et encore une fois en découlant, une fois qu'on a vu que le charbon était la principale matière première de ce siècle qui change à tout jamais l'Europe, on va voir que le charbon et la machine à vapeur va créer de nouveaux territoires. Ces territoires, on va les appeler les pays noirs. Donc dans le B, donc dans la deuxième sous-partie de la première partie, toujours dans cette dynamique d'enquête, Historia, on va se demander comment le développement du chemin de fer a provoqué la formation de pays noirs. Alors les pays noirs, ce sont des territoires. Pourquoi on les appelle des pays noirs? Tout simplement parce que c'est des pays qui se construisent autour du charbon, le charbon étant noir lui-même. D'ailleurs, ceux qui vont extraire le charbon sous terre, on va les appeler les gueules noires. Donc, on va s'intéresser à deux pays noirs. Le premier, anglais,
d'accord? Il faut rendre à César ce qui est à César. L'Angleterre est le pays où a commencé la révolution industrielle. On va s'intéresser à la ville de Manchester. Manchester, et plus précisément à des usines qui produisent des locomotives avec du fer et du coton. D'accord? Il faut savoir que Manchester, c'est une grande ville productrice de coton. On l'appelait Cotonopolis d'ailleurs. Donc, produire des locomotives et produire du textile, donc du coton, ça nécessite évidemment une machine à vapeur. Je vous l'ai dit, on aurait pu faire notre cours sur les métiers à tisser à vapeur, puisque désormais on fabrique du textile dans les usines. Souvent, ce sont des femmes qui les fabriquent, et on les fabrique donc en masse. Les femmes ne sont plus là pour tisser elles-mêmes, mais juste pour actionner des machines qui vont tisser, et qui vont tisser un grand nombre de tissus, puisque c'est l'objectif, produire en masse en plus grande quantité. Deuxième lieu, d'ailleurs, je le dis comme ça, mais pour les amateurs de foot, il faut savoir que le club de foot de Manchester United, historiquement, au début de son histoire, donc à la fin du 19e siècle, c'est le club d'une compagnie ferroviaire de Manchester. Donc, tout est lié. Deuxième lieu, le Creusot, au sud-est de la France, aux alentours de Saint-Étienne. Et c'est un personnage qui s'appelle Eugène Schneider, grand propriétaire bourgeois, qui va choisir le Creusot pour y extraire du charbon. Alors, il ne choisit pas le Creusot comme ça, c'est juste qu'il y a eu des études, on a trouvé du charbon sous le Creusot, donc évidemment Eugène Schneider va mettre en place des usines pour extraire ce charbon et ensuite le vendre évidemment. Eugène Schneider, alors on connaît son nom, mais c'est quelqu'un qui va mettre en place ce qu'on appelle le paternalisme industriel. Ça veut dire que juste à côté des usines, il va mettre les ouvriers, les maisons des ouvriers, juste à côté des usines pour que l'ouvrier, dès qu'il sort de chez lui, il a juste un pas à faire pour aller travailler. D'accord? C'est magique. C'est magique, sauf que surtout, c'est un instrument de contrôle des ouvriers, ça lui permet de contrôler les ouvriers de A à Z, puisqu'il va même s'occuper de leur éducation. Le Creusot, donc on extrait du charbon, des mines, donc ça va faire naître un nouveau métier, le métier de mineur, d'accord? Et il faut savoir que en ce temps-là, au 19e siècle, les enfants travaillaient. Donc dès l'âge de 13 ans, un enfant pouvait aller à la mine, alors que les conditions évidemment sont absolument déplorables, pour extraire du charbon. Donc ça fait naître des paysages avec de la fumée, des usines. Évidemment, le centre de la révolution industrielle, c'est la ville, on est d'accord, mais c'est de la fumée, c'est de la vapeur, c'est des paysages qui sont définitivement bouleversés par cette révolution industrielle, puisque les usines apparaissent, c'est monumental, c'est grand, et puis ça sent pas bon. Donc l'objectif de tout ça, que ce soit à Manchester avec les usines de fabrication de locomotives, de coton, ou dans le Creusot, l'objectif c'est de produire en masse le plus rapidement possible. Donc ça s'appelle l'industrialisation, et ça c'est une définition que vous devez connaître. Je la place à la même importance que la mondialisation. Donc l'industrialisation, c'est bien le passage d'une société artisanale où on produit en petite quantité dans des ateliers à une société industrielle où on produit en masse dans des usines pour s'enrichir davantage, évidemment. On va voir que ceux qui s'enrichissent, c'est la classe bourgeoise. Les ouvriers, eux, ne s'enrichissent pas au 19e siècle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une deuxième partie, on va voir que l'industrialisation, elle ne profite pas à tout le monde, et donc on va voyager, et cette fois on va aller en Irlande pour voir un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu au 19e siècle des migrations d'Européens vers notamment les États-Unis. Donc dans cette deuxième partie, on va voir que des Européens, beaucoup d'Européens en nombre dans ce 19e siècle sont partis d'Europe pour aller notamment en Amérique du Nord,
États-Unis et Canada. Alors pourquoi? D'abord, il faut dire que si on fait une deuxième partie sur les migrations des Européens vers les États-Unis, c'est parce que ça a été en nombre. 32 millions environ d'Européens sont partis d'Europe vers les États-Unis seulement. Imaginez, aujourd'hui, presque la moitié de la population française s'en allait pour aller aux États-Unis. Ça fait beaucoup. Donc, il faut savoir que, et donc là il faut s'intéresser à une classe sociale particulière, c'est les paysans. Les paysans, avant le 19e siècle, c'est la majeure partie de la population française et européenne. Et il se trouve que cette révolution industrielle, elle est d'abord mécanique. C'est-à-dire que c'est une mécanisation. Les machines remplacent les hommes. Pourquoi? Parce que ça produit plus et ça va plus vite. Donc, dans les campagnes, les tout petits paysans vont se retrouver sans terre. Pourquoi? Parce qu'ils vont être remplacés par les moissonneuses-batteuses. Alors, les grands propriétaires de terre vont s'en sortir, mais les petits paysans, dans le sens où c'est pas parce qu'ils sont petits, mais c'est parce qu'ils ont une terre petite, une terre réduite, ils vont pas pouvoir s'en sortir face aux grands propriétaires qui ont les moyens de s'acheter une moissonneuse-batteuse et qui vont donc produire plus. D'accord? Donc on a des millions de paysans qui vont se retrouver sans emploi et qui vont essayer donc de trouver du travail. D'accord? C'est pour ça qu'ils vont devenir ouvriers ou qu'ils vont partir aux États-Unis, puisque les États-Unis, c'est un pays tout neuf. 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis, plus précisément le 4 juillet, et tout est à faire aux États-Unis. Il faut construire les routes, il faut construire le chemin de fer, il faut tout faire, tout simplement, sans mauvais jeu de mots. Il faut absolument tout faire. Donc les États-Unis ont besoin de tous ces pauvres Européens qui n'ont pas d'emploi pour leur donner un emploi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on en a besoin. On va s'intéresser sur le cas de l'Irlande. En 1845, en Irlande, d'un point de vue de la religion, et vous allez voir que ça va avoir une importance, on a des grands propriétaires qui sont protestants, d'accord? C'est une mouvance de la religion chrétienne, et les petits paysans sont catholiques. Bon. Il faut savoir qu'en 1845, il y a eu une grande crise de la patate, la crise de la pomme de terre de 1845. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement qu'il y a eu un champignon, le mildiou, qui a contaminé toutes les récoltes de pommes de terre. Donc on s'est retrouvé sans pommes de terre, à savoir que la pomme de terre c'était la nourriture de base en Irlande au 19e siècle. Donc il y avait plusieurs choix, soit on meurt, entre 1845 et 1855 c'est 1 million de morts, soit on part aux États-Unis, hein, des millions d'Irlandais, 2 millions d'Irlandais entre 1845 et 1855 qui sont partis d'Irlande pour aller aux États-Unis. Soit effectivement on est exproprié de nos terres par les grands propriétaires protestants et donc on va en ville. Voilà, les trois possibilités. Mais ça veut dire qu'il y a 2 millions d'Irlandais qui, après cette crise de la pomme de terre, sont partis d'Irlande pour aller aux États-Unis. Tout ça pour dire, et vous allez l'étudier avec les documents que je vous ai mis, que l'industrialisation et la révolution industrielle ne profitent pas à tout le monde, d'accord? Les machines arrivent, et les machines arrivent dans les campagnes avec les moissonneuses-batteuses, dans les villes avec les usines et la machine à vapeur, et de nombreuses personnes ne s'y retrouvent pas dans ce nouveau monde. Voilà. Dans une troisième partie, on va voir que, et donc dans une cinquième séance, parce que la quatrième séance était sur la deuxième partie, donc dans la troisième partie, on va voir que l'industrialisation, elle va faire naître deux nouvelles classes sociales. Deux classes sociales qui vont être antagonistes, qui vont s'affronter. C'est la classe ouvrière exploitée et la classe bourgeoise qui exploite cette classe ouvrière. A tout de suite. Alors, dans une première sous-partie, on va s'intéresser à cet antagonisme entre les deux classes sociales du 19e siècle, les deux classes sociales qui font l'histoire, à savoir la classe bourgeoise qui a fait la révolution en 1789 et qui a pris le pouvoir, et la classe ouvrière que la classe bourgeoise exploite pour s'enrichir. Qui sont les ouvriers?
on n'entendait pas parler avant, les ouvriers. Je vous en ai pas parlé pour le 18e siècle, des ouvriers. Eh bien, les ouvriers, ils apparaissent justement au 19e siècle. Qui sont les ouvriers? Ce sont tout simplement des paysans, à la base, qui ont dû partir de leur campagne pour aller dans les villes. Pourquoi? Chassés par les machines, par la moissonneuse-batteuse notamment. D'accord? Donc ça veut dire que si je suis un paysan qui n'avait pas de terre mais qui travaillait pour un grand propriétaire, j'ai sans doute été remplacé par une machine. Le grand propriétaire n'avait plus besoin de moi, il a eu une machine. Deuxième cas, c'est un petit paysan qui a une terre mais qui est petite et qui est donc mangée par le grand propriétaire d'à côté avec sa moissonneuse et qui ne peut plus faire concurrence à ce grand propriétaire, d'accord? Et donc le grand propriétaire a mangé le petit paysan. Donc soit j'ai été remplacé par la machine, soit j'ai été chassé par l'accaparement des terres par les grands propriétaires. En tout cas, je deviens ouvrier à partir du moment où je pars de ma campagne pour aller dans la ville chercher du travail. Pourquoi? Parce que un ouvrier, c'est celui qui œuvre dans une usine, tout simplement. Et dans les villes, il y a des usines au 19e siècle qui apparaissent. Ces ouvriers, ils ont des conditions de travail, on peut en juger déplorables, travaillant 15-16 heures par jour jusqu'à ce que la journée de 8 heures soit instituée. Mais il faut s'imaginer que toute la journée ils travaillent dur, il n'y a pas de droit du travail, d'accord? Les patrons bourgeois font ce qu'ils veulent depuis l'institution du libéralisme économique. Et donc les ouvriers ont des conditions de travail mauvaises, une espérance de vie très basse. Le travail infantile est autorisé, hein, puisque le libéralisme dit qu'il faut laisser faire. Ça veut dire que un patron bourgeois a le droit d'engager un enfant, minimum 13 ans, mais quand même. Et donc les enfants sont au travail. Ce n'est qu'en 1864, par exemple, que les ouvriers auront le droit de faire grève. Avant, ça n'existait pas. Donc, voilà une classe sociale, la classe ouvrière, qui petit à petit, de souffrance en souffrance, parce que c'est une classe qui souffre beaucoup au XVIIIe siècle, va prendre conscience d'elle-même, va prendre conscience d'appartenir à un même ensemble, et va former ainsi une classe. Une classe antagoniste à la classe qui l'exploite, à savoir la bourgeoisie. La bourgeoisie, je n'ai pas besoin de développer, on sait qu'elle apparaît avec le commerce au Moyen-Âge, mais elle est surtout importante au XVIIIe siècle en s'enrichissant avec le commerce triangulaire, ensuite en prenant le pouvoir en 1789 en France. Et donc, dans une deuxième sous-partie, après avoir vu que deux classes sociales s'opposaient, on va voir aussi que ces deux classes sociales représentent deux manières de penser, hein, à savoir le libéralisme économique du côté de la bourgeoisie, le libéralisme économique qui domine depuis 1791 et la loi d'Allard, d'accord, du 2 mars. Donc 2 mars 1791, loi d'Allard, et le libéralisme économique est institué. Le libéralisme économique, il dit quoi? Il dit que on peut faire ce qu'on veut, on peut payer les ouvriers comme on veut, donc si on veut les payer 2 francs de la journée, on le peut. L'État ne doit pas intervenir, surtout. Et donc, voilà une manière de penser qui domine au XIXe siècle et qui fait que les ouvriers, évidemment, sont exploités. Mais, face au libéralisme économique, va apparaître une nouvelle idéologie qui va vouloir défendre la condition des ouvriers, c'est ce qu'on appelle le communisme. Le communisme, il naît surtout de l'écriture des doigts d'un philosophe allemand qui s'appelle Karl Marx. Karl Marx, il est né en 1818, mort en 1883. D'ailleurs, en 2018, on avait fêté son bicentenaire. Et Karl Marx, alors on appelle ça en philosophie un génie du concept. Ça veut dire qu'il arrive à réfléchir et à penser le monde de manière très pertinente. Donc, Karl Marx, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que depuis la nuit des temps, l'histoire, c'est la lutte des classes. C'est la lutte durant l'Antiquité entre les esclaves et les êtres libres, c'est la lutte durant le Moyen-Âge entre le paysan et le seigneur, et c'est la lutte durant le XIXe siècle entre l'ouvrier et le bourgeois.
Et qu'est-ce qu'il dit Karl Marx? Karl Marx, il dit que les ouvriers doivent faire une révolution pour prendre le pouvoir et supprimer ce qui pour lui a fait naître les inégalités, à savoir la propriété privée. Karl Marx, il veut supprimer la propriété privée et ainsi supprimer les inégalités. Parce que pour lui, le fait que certains ont et d'autres n'ont pas, c'est ça la naissance des inégalités. Et donc, en supprimant la propriété privée, on supprime les inégalités. Et donc, ainsi, il veut supprimer les classes sociales. Il veut qu'il n'y ait plus de bourgeois, plus d'ouvriers, mais que des êtres humains, tout simplement. Donc, voilà deux manières de penser qui vont s'opposer, le communisme face au libéralisme. Sauf que vous l'avez bien compris, le communisme, c'est pas l'idéologie qui domine, c'est le libéralisme qui est en action durant le 19e siècle, sinon il n'y aurait pas eu de révolution industrielle et d'industrialisation. D'accord ? Donc, on a bien vu, dans cette troisième partie, que l'industrialisation a fait naître deux classes sociales, les ouvriers, les bourgeois, qui chacun d'eux ont une idéologie, le libéralisme économique pour la bourgeoisie et le communisme pour la classe ouvrière, les deux se confrontant. D'ailleurs, en 1848, et vous l'avez vu, rappelez-vous en juin 1848, quand les ouvriers ont fait une insurrection contre la Deuxième République bourgeoise et que la République a envoyé l'armée et on a massacré 4000 environ, d'accord, à Paris. Donc il faut bien voir que c'est un combat rude et qui fait des morts. Donc ce chapitre, il était pas mal. Ce chapitre, il est important et il est passionnant parce qu'il a fondé le monde dans lequel vous vivez, où on produit en masse, en grande quantité, plus rapidement, d'accord? Et c'est important pour la définition de la mondialisation, notamment. Donc, pour conclure, on a bien vu qu'il y a une base à notre chapitre, c'est le train. On avait démarré du train, et puis finalement, on a appliqué la meilleure méthode du monde pour faire de l'histoire, les dominos, d'accord? La machine à vapeur a fait tomber le domino de la locomotive à vapeur. La locomotive à vapeur fonctionne avec du charbon, donc il y a la formation de pays noirs où on extrait du charbon. Pour extraire le charbon et pour faire fonctionner les usines en général, on va faire appel à des paysans qui ont perdu leur emploi dans les campagnes, qui ont été expropriés, qui vont devenir des ouvriers. Donc ça va faire naître une nouvelle classe sociale, les ouvriers, qui vont se confronter à la classe sociale de la bourgeoisie. Et puis le libéralisme économique bourgeois, la liberté de commerce, d'accord, et la non-intervention de l'État, il ne faut surtout pas que l'État intervienne, va se confronter à l'idéologie ouvrière du communisme pour supprimer la propriété privée et créer une égalité absolue entre les individus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous sert, j'espère qu'elle vous est utile. Vraiment, gardez courage, ne perdez pas espoir, d'accord, parce que vous allez peut-être revenir, mais en tout cas, profitez de cette occasion pour devenir autonome, pour changer vos habitudes, pour profiter de votre famille, et faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. C'est l'occasion d'être autonome et de tester ici votre maturité, d'accord? Et puis, lisez, abreuvez-vous de connaissances, de savoir, intéressez-vous aux choses, regardez des documentaires, lisez des magazines d'histoire par exemple, mais de tout, intéressez-vous, vraiment la curiosité c'est pas un défaut, c'est la meilleure des qualités. Ce chapitre va être évalué par un développement construit à la fin que vous devrez rendre avec le sujet que je vous donnerai, évidemment je ne vous le donne pas tout de suite, et un petit quiz à remplir avec un lien que je vous donnerai, il va falloir le suivre et puis remplir le quiz. J'espère que vous comprendrez le chapitre, j'espère que la révolution industrielle n'aura plus aucun secret. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis tout simplement, portez-vous bien.